Alors la thématique qui nous réunit ce soir, c'est que font les gauches. Nous, du coup, ça fait 36 ans qu'on s'intéresse à ce que font les gauches à Politis. On est un hebdomadaire, on est aussi sur le web, et du coup, on traite toutes les gauches. Pour nous, les gauches, elles sont plurielles, mais elles ne sont pas forcément opposées. On ne croit pas vraiment à Politis, à la théorie des gauches irréconciliables. On prend donc en considération toutes les gauches à travers des grands entretiens, à travers des interviews, à travers des enquêtes aussi. C'est important pour nous de ne pas opposer les gauches, et en même temps, on sait qu'il y a les gens de gauche, et il y a aussi des gens qui ont peut-être un jour été à gauche, qui sont maintenant à droite, et qui ont un peu du mal à l'avouer encore. Donc on fait attention à ça, et on essaye vraiment de couvrir tout le spectre de la gauche. On couvre la gauche, mais on couvre aussi tous ces champs d'intervention, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux milieux associatifs, aux intellectuels, aux artistes, aux quartiers populaires aussi. C'est important pour nous de ne pas rester juste sur des combats qui sont liés aux élus de gauche. Longtemps, tous ces milieux-là ne se parlaient plus entre eux. Alors c'est vrai qu'avec le nouveau Front populaire, ça a été un peu différent. Tout n'a clairement pas été parfait. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait quand même eu une lueur d'espoir, en tout cas, qui était née du fait que la société civile avait repris une part dans les luttes de gauche. Et ça, c'est pareil, on l'a vachement documenté à Politis à travers plein de formats différents. Alors, que font les gauches? Nous, on pense qu'elles doivent surtout continuer à créer du lien entre tous ces milieux-là qui ont recommencé à se parler. Ça veut dire aussi qu'il faut participer à des initiatives. Nous, par exemple, on a lancé une coopérative, là, on vient de la lancer. C'est important pour nous de proposer un projet de gauche qui rassemble et qui permette aux gens de s'investir, que ce soit des individus ou des associations, qui puissent s'investir dans un projet qui rassemble. De toute façon, on est assez persuadés, nous, à travers les différents formats qu'on propose, que la gauche ne pourra faire valoir ses idées et ne pourra peut-être un jour arriver au pouvoir que si elle se rassemble. Alors l'idée pour nous, c'est pas que la gauche se rassemble autour de projets opportunistes. On pense vraiment qu'il y a une possibilité, en tout cas avec les interlocuteurs auxquels on parle, que chacun trouve sa place dans un projet commun. La politique de gauche et les politiques de gauche doivent aussi créer du dynamisme partout, ça on en est persuadé. C'est aussi ce qu'on essaie de couvrir quand on part en reportage, par exemple. C'est important que la gauche s'intéresse toujours au monde syndical, au monde associatif, au monde intellectuel, et de toute façon, la gauche et les politiques de gauche ne pourront émerger que si ces milieux-là vont bien, que si la presse indépendante aussi va bien, et je vais insister un peu sur ce point. Il y a souvent des grands discours qui sont faits par les politiques sur l'importance d'une presse indépendante, sur l'importance du pluralisme de la presse. C'est bien d'avoir ces discours-là. Il faut aussi, derrière, que les politiques s'adressent aux médias indépendants. Nous, c'est vrai qu'on est parfois, voire souvent confrontés à des non-réponses ou alors à des intervenants qui pourraient intervenir chez nous, mais qui préfèrent plutôt aller sur les plateaux de CNews ou de BFM. Donc c'est important pour nous aussi que tous les politiques acceptent de parler aux médias indépendants, indépendamment des logiques d'audience et des logiques de communication. Il y a aussi parfois des partis ou des personnalités politiques qui boycottent les médias indépendants. Nous, on met un point d'honneur à leur faire comprendre que les médias indépendants ne sont pas les courroies de transmission des partis politiques et qu'on a une ligne éditoriale qui est à gauche, elle est claire, elle est assumée, ça fait partie de notre ADN, mais on reste des journalistes et on est là pour mener une bataille culturelle, une bataille des idées. Donc on continue à mettre en lumière des idées écolos, des idées solidaires, des idées féministes, des idées antiracistes, et on pense que c'est des idées qui sont portées par la gauche qui doivent continuer de l'être. Donc pour répondre un peu à la question que fait la gauche, on pense à Politis que la gauche travaille à faire tout ça, mais qu'elle ne peut pas y parvenir sans une presse indépendante qui travaille avec des analyses, avec des enquêtes, avec des critiques, et que c'est important aussi que les politiques entendent ces critiques. Et pour ça, je pense que vous pouvez compter sur tout le monde ici et tous nos médias. Bonsoir à toutes et à tous. On est très content d'être là. C'est une occasion géniale de dialoguer avec vous. Alors, peut-être pour commencer, dire d'où on parle à Mediapart. Parce qu'effectivement, ce qui nous caractérise, c'est l'indépendance de tous les pouvoirs, de tous les partis, de tous les syndicats, de toutes les associations. Et ce qui nous distingue de la
presse mainstream peut-être, c'est en même temps d'assumer un double positionnement. Mediapart veut être le journal de la société civile. Mediapart veut être ce journal qui entre en résonance avec ses attentes, avec ses préoccupations. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que Mediapart veut être le journal du combat contre l'extrême droite. C'est au cœur de notre ADN depuis le début de la création de Mediapart. Alors, on n'est pas les seuls, vous l'avez constaté. On est nombreux à travailler dans les journaux indépendants sur ces questions d'extrême droite et à essayer d'avoir le plus d'impact possible. Et je pense que c'est important de se rappeler ces deux éléments principiels, à la fois de vouloir être le journal de la société et le journal du combat contre l'extrême droite. Et effectivement, ça s'est traduit, on l'a dit, Mediapart s'est engagé à fond au moment des législatives anticipées, après ce coup de tonnerre de la dissolution, en co-organisant avec d'autres médias ces deux événements, Place de la République, qui ont rassemblé des dizaines de milliers de personnes. Et pour nous, c'était très important d'être sur le devant de la scène à ce moment-là. Alors, être du côté de la société, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre mission d'intérêt public, c'est de rendre aux citoyens ce qui leur appartient, c'est-à-dire du savoir sur ce que font leurs dirigeants, ce que font leurs responsables, ce que font les gouvernants. Mais c'est aussi mettre face à leurs responsabilités aussi bien des représentants politiques de droite que de gauche. Vous savez, depuis le début à Mediapart, François l'a dit, on enquête aussi bien sur la droite que sur la gauche. Parce que les citoyens ont le droit de savoir ce qui est fait en leur nom et ce qui est aussi... ont en tête des partis politiques qui veulent être en position de gouverner un jour ou l'autre. Donc des enquêtes sur la gauche, on en a depuis le début. Je vous rappelle juste l'affaire Cahuzac, Jérôme Cahuzac, ministre du Budget, sous la mandature de François Hollande, qui donc possédait un compte en Suisse, un compte secret en Suisse, malgré ses dires. Ça a été pour nous un moment important de montrer à notre lectorat qu'on était capable de sortir des enquêtes aussi bien sur la droite que sur la gauche, et ça nous est toujours reproché. Nos enquêtes sur des représentants politiques de droite nous sont reprochées par les militants, les sympathisants de droite, et c'est en général la même chose qui se passe pour la gauche. Nos enquêtes sur Sophia Chikirou, par exemple, nous créent beaucoup d'accusations, y compris de la part de militants qui peuvent nous être proches pour d'autres raisons, mais pour nous c'est important de rappeler ça. On est un journal engagé, mais on n'est pas un journal au service d'un parti, ni même d'une gamme de partis. Je pense que c'est toujours important de l'avoir en tête pour comprendre d'où on parle et comprendre qu'effectivement, il faut qu'on assume, nous, Mediapart, de déplaire à nos lecteurs. Et c'est un peu le sens de ce qu'on fait dans ce journal. Alors si on observe la gauche, et les gauches, il faut dire, parce que c'est à la fois la gauche sociale, mais aussi la gauche écologiste, elle est arrivée en tête des élections législatives après ce coup de tonnerre de la dissolution d'Emmanuel Macron. Elle a réussi à rassembler très vite, il faut le dire, et sans doute qu'on a été surpris de voir sa capacité à fabriquer un programme commun en quelques jours. Je crois que c'est en 24 heures que ça s'est joué. Ensuite, sa capacité est quand même à arriver en tête comme coalition aux élections législatives après le deuxième tour. Et puis aussi, alors un peu moins rapidement, sa capacité néanmoins à présenter un candidat, une candidate pour être nommé au poste de Premier ministre. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu l'impression d'avoir une gauche incapable finalement de matérialiser la dynamique citoyenne qu'il avait portée. Comme si cette gauche considérait que ces divergences étaient une faiblesse, alors qu'il faudrait qu'elle considère que ces divergences sont une force. Comme si on avait face à nous une gauche ou des gauches qui étaient incapables de dépasser les clivages qui sont
tout ce qu'il y a de plus sain dans une démocratie, et y compris dans un propre camp. Je pense là au clivage complètement factice qui est apparu au moment de la fête de l'UMA entre Ruffin et Mélenchon sur les questions raciales, questions sociales, comme si ce n'étaient pas des questions qu'on avait en tête depuis 15 ans, 20 ans déjà, et dont on a du mal à comprendre pourquoi elles ne sont pas dépassées aujourd'hui. Et puis on voudrait avoir une gauche, des gauches qui sont capables de mobiliser au-delà de leur propre camp. C'est évidemment une nécessité si on veut vaincre, combattre durablement l'extrême droite. Alors la manière dont on s'y prend à Mediapart pour faire tout ça, c'est de l'enquête, j'en ai parlé au préalable parce que ça me paraît hyper important de le rappeler. Mais c'est aussi justement ne pas faire ce que font les partis politiques, c'est-à-dire nous rester connectés au terrain. Donc ça passe par le reportage, toujours retourner voir les électeurs, les militants, la société civile, pour comprendre ce jaillissement, pour comprendre les initiatives qui parlent et qui partent de la société civile, rester le plus possible connecté à cette perception de la manière dont la société évolue en profondeur. Donc Mathieu Dejean, qui est la personne, le journaliste chez nous qui suit le plus ces questions de gauche, passe son temps certes en analyse, on n'aime pas trop les petites phrases non plus, les coups de billard à 3 bandes, à Mediapart on s'en fiche un peu, on essaye aussi de se distinguer de la presse mainstream en essayant de nous recentrer comme ça sur le terrain, redonner la parole aux militants, voir ce qu'ils ont à dire, leurs attentes, leurs désillusions, leurs espoirs aussi, et donner à entendre la mobilisation de la société civile. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, ne pas lâcher certains gros dossiers, la mobilisation sur la 69, aller dans les usines, entendre les ouvriers et les ouvrières de Duralex dans le Loiret qui ont repris en main leur entreprise. Parce que, oui, il est possible d'inventer ensemble en étant les coudes serrés et justement en essayant de s'extraire d'une sorte de vernis de politique politicienne. Bien sûr, ce qu'on fait beaucoup aussi à Mediapart, c'est d'aller au-devant des chercheurs, des universitaires, chercher les nouvelles personnes, les doctorants qui travaillent sur des sujets, parce qu'ils ont toujours évidemment plein de choses à nous apprendre. C'est aussi de travailler sur les mouvements de fond, essayer de comprendre pourquoi des territoires déshérités, autrefois à gauche, basculent à droite ou à l'extrême droite. Évidemment, ça demande des enquêtes en profondeur. C'est ce qu'on appelle, nous, c'est des sortes de reportages pour lesquels on peut rester très longtemps sur le terrain, 1 semaine, 2 semaines, et on y retourne. Voilà, c'est comme des points d'ancrage qu'on fixe pour essayer à nouveau de sortir de l'écume de l'information. Et puis, toujours aussi, essayer d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Évidemment, la gauche américaine nous intéresse, la gauche allemande aussi, et ces vicissitudes. Là, j'ai en tête l'exemple de Sarah Wagenknecht, qui est vraiment ce nouveau personnage qui marie les questions sociales avec un conservatisme très réactionnaire. Et donc, voilà, voir ce que ça dit aussi des gauches, ce que ça dit de l'état de nos démocraties en Europe. Voilà, donc au fond, les gauches, on essaye de les suivre en ayant en tête ce qui est au cœur de la crise de régime actuel, c'est-à-dire les questions sociales et les questions raciales, et puis en remettant toujours sur le devant de la scène ce qu'on essaye de nous soutirer, ce qu'on essaye de cacher, l'écologie, les questions de logement qui sont au centre des préoccupations des Français, des citoyens et des citoyennes. Et pour terminer, je suis le maître du temps, tu sais, moi. Ouais, on essaye de faire ce qu'on sait le mieux faire, c'est-à-dire être des aiguillons, donc y compris de la gauche, et d'être des empêcheurs de tourner en rond. Alors, je ne vous cache pas que j'ai été un peu stressé à l'idée d'intervenir ici, parce que font les gauches, dans la mesure où le média a une relation assez compliquée à la gauche, dans la mesure où nous devons, sur la place publique, à la fois affirmer notre ancrage à gauche pour revendiquer notre place au sein du paysage audiovisuel français, mais de l'autre côté, nous devons pouvoir prouver à toutes les polices institutionnelles et autres que nous sommes une télévision indépendante qui a sa place parce qu'elle se soumet aux différents critères de l'Arcom. Nous sommes toujours un peu gênés. Donc notre
premier slogan, enfin notre slogan récent, c'était enfin une chaîne d'infos de gauche. Et aujourd'hui, ça a changé parce que finalement, on ne sait pas sur quel biais danser. Et finalement, nous intervenons, nous faisons notre métier dans un contexte de domination. Nous sommes dominés par les autres et c'est dans ce contexte de domination que nous devons avancer nos pions et donc nous adapter à la donne, agir finalement dans une sorte de contre permanent. Et justement, en réfléchissant, je me suis dit que je vais commencer à parler avec vous en évoquant Patrick Chamoiseau et le titre d'un de ses ouvrages, c'est « Écrire en pays dominé ». Parce que nous, les journalistes indépendants, nous écrivons, nous faisons notre métier en territoire dominé. Et la gauche, il me semble, la gauche institutionnelle et la gauche de tout court, en fait, elle fait de la politique et elle s'exprime en territoire dominé désormais. Parce que la médiation médiatique, c'est le cœur, en fait, de l'activité politique en 2024. Et la médiation médiatique aujourd'hui, en fait, est un espace absolument dominé par les droites de l'argent et également les droites du pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien admettre que le service public de l'audiovisuel est macroniste. Il est macronisé, il est donc contrôlé par la droite macroniste, comme BFM est contrôlé par des forces de droite, comme CNews est contrôlé par des forces de droite, comme Le Monde est contrôlé par des forces de droite, comme Le Figaro est contrôlé par les forces de droite. Alors, je me suis posé la question, nous essayons de ruser, enfin une chaîne d'infos de gauche un jour, et vous allez enfin retrouver le goût de l'info l'autre jour, c'est-à-dire en fait on essaye de passer à travers les mailles du filet, et la gauche institutionnelle, qu'est-ce qu'elle fait, comment dans ce contexte elle agit, elle interagit avec le champ médiatique. Et il me semble que la gauche institutionnelle, une grande partie de la gauche institutionnelle a choisi de répondre à ce défi d'intervenir en territoire dominé en se soumettant. Elle se soumet aux dominants, elle nourrit l'adversaire pour pouvoir être acceptée à l'agora publique, c'est-à-dire dans les chaînes d'information, dans les médias dominants. Elle se caricature elle-même. Et on a vu qu'une des figures de style préférées de la gauche aujourd'hui, c'est de se déchirer devant les caméras de télévision. Voilà, Roussel, Ruffin, Mélenchon et les différentes parties du PS s'invectivent devant les caméras de télévision, mais parce que ils et elles ont compris que c'était le meilleur moyen pour eux d'intervenir sur le champ médiatique. Il est évident qu'un politique ou une politique qui met un petit coup de pied dans la fourmilière, qui détruit toute capacité de cohésion de la gauche, sera beaucoup plus invité que quelqu'un qui va essayer de poser un discours qui sort de l'agenda préétabli par les médias dominants. La gauche, donc, agit ainsi, elle se soumet dans une forme de colonialité politique qui la tue chaque jour un peu plus. Parce que, effectivement, Patrick Chamoiseau écrit « Écrire en pays dominé », parce qu'effectivement, dans le champ littéraire, dans le champ artistique, dans le champ du cinéma, en fait, les pays dominés, comme peuvent l'être la Guadeloupe, la Martinique, même si c'est dans le territoire français, mais les pays dominés dans le sud global, avant les grands équilibrages qui sont en train de se produire, en fait, quand Saint-Ben Ousmane ou je ne sais pas qui dit, Bril Diop Mambéty devait faire des films, ils faisaient des films qui étaient financés par la francophonie, donc ils étaient obligés de se soumettre. C'est exactement ce que fait la gauche institutionnelle aujourd'hui. Elle le fait. Alors, d'autant plus paradoxalement que le rapport qu'elle peut entretenir avec les médias indépendants qui sont, disons, sociologiquement de gauche, est également un rapport de domination. Autant elle domine, autant elle est dominée dans le champ médiatico-politique, autant elle veut dominer le champ médiatique de gauche. C'est-à-dire, c'est vraiment la caricature, je ne sais pas, de l'homme, justement du mal en territoire colonial, qui est dominé par la colonisation et qui veut dominer sa femme. Nous, on est les femmes des politiques de gauche, donc en fait, ils veulent nous dominer.
Et donc, ça fait que la situation est compliquée. Je prends l'exemple de Face aux Indés, c'est une émission qu'on avait fait, plusieurs médias indépendants s'étaient mis ensemble pour interviewer des candidats de gauche, vraiment c'était spécifique de gauche aux élections présidentielles, et la majorité, les plus gros candidats n'ont pas voulu venir Face aux Indés, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, en fait, ils n'ont pas voulu venir. Et quand vous voyez que les personnages politiques de gauche, quand ils ont une annonce à faire, quand les temps s'accélèrent d'un point de vue politique, leur premier réflexe, c'est d'aller sur BFM, c'est d'aller sur CNews, c'est d'aller chez Hanouna. C'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas le pouvoir d'imposer leurs propres médias, pas leurs médias qui leur appartiendraient, mais c'est-à-dire qu'imaginons qu'ils fassent des effets d'annonce très régulièrement sur le média, sur Mediapart, dans Politis, en fait, les autres médias seront obligés de citer la source où ils se sont exprimés. Mais ici, ils refusent parce qu'en fait, ils acceptent la logique globale de la domination. Il faut que quelqu'un domine. Donc, soit je suis dominé et je me soumets, soit je suis capable de dominer parce que dans ce champ spécifique, j'ai l'impression que je peux dominer. Et là, je domine, je commande, j'impose, je fais des caprices, je boycotte. Et même dans notre champ médiatique, dans le champ des intellectuels, beaucoup d'intellectuels, par exemple, quand ils sortent un livre ou bien ils ont une actualité et qu'à un moment donné, ils changent de sphère, ils quittent la sphère des indés pour entrer dans la sphère où à peu près tous les médias souhaitent parler avec eux, de manière systématique, un grand nombre d'entre eux, pas tous, privilégient les grands médias, privilégient les médias qui sont non seulement dominants d'un point de vue économique et par leur surface, mais qui sont également dominants d'un point de vue idéologique. Et donc, c'est ce paradoxe de la domination, de la colonialité, que je voudrais qu'on réfléchisse au rapport entre les médias indés dits de gauche, la gauche, et les rapports également entre la gauche et la sphère médiatique en général. Merci Théophile. Merci. D'abord, je voulais te remercier François, puis remercier le FPL d'avoir invité les cousins de province à cette soirée, parce que c'est vachement sympa. De temps en temps, on se sent un petit peu tout seul dans nos villes un peu éloignées du périph', et donc c'est bien de se sentir, et Marie de rue 89 Lyon le disait tout à l'heure, c'est bien de se sentir faire partie de cette presse indépendante, parce que localement, il y en a besoin. Il y a besoin d'une presse indépendante parce qu'effectivement, tous les pouvoirs, j'ai envie de dire de gauche comme de droite, sont parfois très bêtes et méchants localement. Et il est important que face à eux, que face à ces pouvoirs, il existe une presse d'enquête qui sorte des affaires, qui s'intéresse aux politiques publiques et qui essaie d'apporter au public des enquêtes et des articles qui puissent lui permettre de vivre une vie de citoyen éclairé dans une démocratie digne de ce nom. Donc pour la question de base du débat, c'était que font les gauches. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'on avait un avantage, c'est qu'on est donc à Lille, à Lyon, à Nantes et à Toulouse, et que dans au moins 3 de ces villes, la gauche est au pouvoir, donc on peut dire qu'elle est en situation de faire quelque chose. Elle est en situation de se diviser, elle est en situation de se tirer dans les pattes, elle est en situation de temps en temps de se mettre d'accord comme en juillet dernier quand l'urgence l'exige. Mais elle est en situation de gouverner, donc elle fait des choses. Et à Médiacité, il y a quelques années, en fait en 2020, juste après les dernières élections municipales, on s'était dit que ce serait intéressant de mesurer ce qu'elle fait, de mesurer ce que font les gauches, et une fois qu'elles sont au pouvoir. Et ça, comment on le mesure ? Tous les mois, il y a dans chacune de nos grandes villes, à Nantes, à Lyon, à Lille, des conseils municipaux, des conseils métropolitains, des moments où se prennent les décisions, où sont votées les décisions par le pouvoir et par la gauche au pouvoir. Donc ça, on a décidé de le mesurer concrètement. Ces gens sont arrivés, se sont fait élire et ils ont fait des promesses. On a listé toutes ces promesses. À Nantes, c'était 412 promesses pour Johanna Rolland, qui est donc la maire et présidente de la métropole de Nantes, 412 promesses de campagne. Et donc on s'est dit, est-ce qu'ils vont les tenir ? On a créé un petit outil, enfin un gros outil même, qui s'appelle Radar, parce qu'on aime bien aussi les tableaux Excel. On a essayé de mettre tout ça dans des cases, et puis de voir
promesse après promesse, et d'enquêter, promesse après promesse, pour voir si ces promesses étaient tenues. Donc on épluche les comptes rendus de conseils municipaux, on fait des enquêtes, on part en reportage, on va interroger les habitants et on vérifie les unes après les autres si elles sont tenues. Alors on a commencé à faire un premier bilan là et on se rend compte que dans les villes où la gauche est au pouvoir, donc dans nos 3 villes, on en est à peu près à mi-mandat à 40% de promesses tenues. Alors parfois c'est étonnant. Je vais prendre l'exemple de Lille, Martine Aubry, on va prendre 2 promesses de Lille. Il y avait une promesse sur la gratuité des transports aux moins de 18 ans, aux personnes handicapées et aux seniors. Celle-là, elle n'est pas tenue, ou en tout cas pas encore tenue. En revanche, la promesse sur l'augmentation de la vidéosurveillance et la création d'un centre de surveillance urbain, celle-là est tenue. Et ainsi de suite, comme ça. On peut en lister. Parfois, il y a des promesses qu'on a du mal à évaluer véritablement. Une des promesses de Johanna Rolland à Nantes, c'était devenir la première ville non sexiste de France. Pas facile. Il se passe des choses, incontestablement. Il y a des avancées, il y a des décisions qui sont prises, il y a des subventions qui sont versées aux associations, il y a une volonté de lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Mais devenir la première ville non sexiste de France, je ne suis pas sûr qu'à la fin, on puisse arriver à cocher une case et à dire « Ok, cette promesse a été tenue ». Donc, nous, voilà, c'est à Médiacité, c'est ce qu'on... Alors, on fait plein d'enquêtes. Là, vous avez un exemple, par exemple à Armentières, à côté de Lille, sur des enquêtes un peu dures sur les turpitudes d'un élu et la façon dont ce monsieur a détourné une grande partie de l'argent d'un centre d'action sociale. Donc ça, c'est pour la principale partie de notre travail, enquêter sur les pouvoirs locaux et ce qu'ils font. Et puis, on a cette partie sur les gauches au pouvoir, elles gouvernent, qu'est-ce qu'elles font concrètement? On va l'analyser, on va le mesurer, et à la fin, c'est-à-dire en 2026, au moment où... Les élus d'aujourd'hui se représenteront devant vous, alors peut-être pas devant vous, mais en tout cas devant les gens, devant les citoyens de Lille, de Nantes et de Lyon. Est-ce que la gauche, est-ce que les gauches auront tenu leurs promesses? Et est-ce qu'on peut leur faire confiance? Et ça, le meilleur moyen de le savoir pour le moment, c'est d'aller sur Médiacité, de le lire et puis de soutenir Médiacité, parce que François le rappelait, et j'en profite, je ne peux pas résister, on est en pleine campagne de financement parce que voilà, la presse d'investigation au local, on en a énormément besoin et elle a besoin de soutien parce que c'est pas évident pour plein de raisons que vous pourrez lire sur Médiacité. Et je pense que j'ai à peu près tenu le temps de parole. Merci. Depuis 3 ans, Au Poste invite chercheurs, chercheuses, écrivaines, écrivains, philosophes, sociologues, avocats, avocates, punks et punkettes, cinéastes, artistes, activistes, militants, militantes, hommes et femmes politiques, éco-terroristes, féministes. Si informer, c'est mettre en forme, je vais me permettre de vous parler de 2 dispositifs que nous avons au Poste. Le premier, c'est les lives sauvages, de manif en manif, de la place de la République au multiplex façon football, mais à Sainte-Soline ou contre la 69. Et surtout, nous avons, Mathilde vient d'en parler, nous avons des convocations en studio, des causeries, des conversations qui peuvent durer 1 heure, 2 heures, jusqu'à 5 heures pour Hugo Bernalicis, par exemple. Il s'intéresse à la police, on avait beaucoup de choses à se dire. Un gardé à vue de Poste a même évoqué des promenades socratiques. La forme, c'est ça, c'est de prendre le temps. Ce matin, alors que nous discutions avec Hugo Paletta, sociologue, et Pauline Perreno de Cheville ouvrière d'Acrimed, de leur livre « La résistible ascension de l'extrême droite », que je vous conseille, j'ai demandé au chat d'Au Poste de répondre à la question de François Bonnet du Fonds pour une presse libre, Au Poste et la gauche. Et quand je dis chat, je ne pense pas à ChatGPT, je pense à notre chat, à notre Agora, car Au Poste, tout se fait en public, comme en ce moment. Il y a plus de 2500 personnes sur Twitter qui nous suivent, plusieurs centaines sur Twitch, je ne sais pas combien sur YouTube. Tout à l'heure, je regardais, j'avais du mal. Tout se fait en direct, en public, et en modération express, puisque la loi nous y oblige, et c'est fort bien, nous devons contrôler l'antenne, même quand il s'agit d'émissions politiques
avec énormément de monde ici ou là. Et là, je salue les modératrices, notamment Eurial, qui est en train de travailler. Voici donc un florilège d'éloges du temps long que nous nous évertuons non pas à tuer, mais à remplir, que j'ai recueilli ce matin. Calvez. Sur une télé, il y a tout un rituel. Avant d'entrer dans l'arène, le vouvoiement, le temps qui file, la nécessité de sortir des phrases chocs qui impressionnent le Pékin moyen. Or, le temps long, le bordel technique de poste, ça arrase tout ça et permet à la pensée de s'exprimer, voire de se créer, notamment dans le chat. Pierre, un propos précipité ne peut offrir, et ça vaut évidemment pour toutes les chaînes d'infos, que des idées courtes, celles qui justement suffisent au néofascisme, au post-fascisme, au crypto-fascisme. CSE, qui est dans la salle d'ailleurs, dit on recherche bien plus ce qui unit les gauches que ce qui les sépare. Sataline, je suis désolé, je ne suis pas responsable des pseudos. Sataline, ici la gauche peut parler de fond et de stratégie. Sur les médias dominants, la gauche ne peut que réagir. C'était ce qui était dit à l'instant par le collègue du média. Manuel Bompard est venu 2 fois au poste. La première fois, 2h30, la deuxième fois, 2h30. Lors de sa première convocation, il a eu cette phrase. « Vous ne construisez pas un peuple révolutionnaire en faisant un compromis avec le système médiatique. » La seconde fois, alors qu'il se plaignait fort justement de l'inconfort de notre canapé, je lui ai demandé de décrire précisément l'ambiance des réunions à l'Élysée lors du feuilleton estival de l'introuvable Monsieur le Premier ministre. En quoi leur caractère orchestré, le décorum pèse sur la rencontre et la fabrication de l'information. Bompard répond, c'est le grand risque, c'est un point de vigilance. L'institution peut avoir tendance à vous ramollir parce qu'il faut être bien élevé, parce que c'est quand même le président en face. Le cadre ne doit pas vous pousser à modifier la position qui est la vôtre. Autre salle, autre ambiance, à la fête de Lima, il y a quelques jours, Marine Tondelier, micro en poste en main, s'est livrée à un exercice inédit et décomplexé qui était totalement improvisé. Elle est devenue speakerine, j'utilise le terme qu'elle a employé, pour Au Poste, en explorant les allées tout en partageant des réflexions sur l'engagement politique et écologique. Une immersion improvisée, spontanée et militante, absolument introuvable ailleurs. Ces moments, ces rencontres constituent des instants où s'articule une pensée critique et des pratiques et des théories et de l'intime. Des moments où le masque tombe, quand l'énergie surgit. Et c'est là où j'aurai peut-être des discussions avec mes collègues où je pense que la presse indépendante se doit aussi de renouveler la forme et de ne pas singer la presse dominante et de permettre des moments comme ça qui sont hors du temps, hors des choses. Il fut d'ailleurs un temps où les parlementaires participaient en direct, ou des parlementaires de gauche, là je vous parle que de gens de gauche, participer en direct à notre chat lors de débats à l'Assemblée nationale ou au débat. Sandrine Rousseau, bien connue de nos services, qui vient au poste sans une seule question sur le moindre tweet ou la moindre petite phrase, mais qui, en confiance, développe sa pensée écoféministe et joue le jeu du débat avec les opposiens et les opposiennes. C'est à cela que nous croyons, développer un arbre et un abri à palabres, où les gauches médiatiques et invisibles peuvent se frotter et donner des pistes pour des actions transformatrices, un espace où les divergences peuvent être discutées sans être caricaturées, en renforçant la culture du débat, en somme, croire en l'intelligence collective.